Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un sociologue français, un sociolinguiste français, essayiste et éditeur, spécialiste des arts roumains et d'origine aroumaine lui-même. Nicolas Trifon, né à Bucarest, vit à Paris depuis plusieurs années, il nous dira exactement combien. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Les Arts roumains, un peuple qui s'en va, et République de Moldavie, un État en quête de nation, avec Matei Kazakou, tous les deux traduits en roumain. Secrétaire de la société éditrice du portail Courrier des Balkans, il vient également de publier Oublié Sioran, chronique roumaine aux éditions Non-Lieu, un recueil des posts parus sur le blog de Nicolas Trifon, ainsi qu'au sein des hebdomadaires roumains Dilema Veche et Observator Cultural. Nicolas Trifon, bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. En préparant cette émission, on s'est dit que nous allions bien évidemment parler des arts roumains, et c'est votre origine. Mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez, nous fassiez un tour d'horizon du rapport des Roumains avec les minorités de façon générale. Voilà. Donc, écoutez, moi je pense que je vais aller encore plus loin dans le temps, c'est-à-dire je vais parler d'une chose qui a un rapport à l'actualité, à savoir le concept de minorité et celui de nation. Qu'on le veuille ou pas, pour ce qui est de la Roumanie, il faut remonter à la période communiste. Ça fait plus de 30 ans bientôt que le communisme est tombé, le régime communiste a implosé. Il y a toujours une suite, il y a toujours les conceptions liées aux minorités et à la majorité, à la nation majoritaire, restent dépendantes de ce qui a été institutionnalisé, de ce qui a été dit, ce qui a été fait pendant la période communiste. Et en effet, les choses remontent encore plus loin, à savoir à la révolution russe de 1917-18 et à l'apparition de ce concept à l'institutionnalisation du concept de minorité nationale et de nation, de fédération, etc. Alors, dans un premier temps, c'était comme une forme de discrimination positive. Le concept, l'application du concept de la notion de minorité nationale. En effet, c'était l'ancienne prison des peuples est devenue d'un coup une fédération des peuples. Les choses n'en sont pas restées là, c'est-à-dire qu'il y a eu très vite instrumentalisation de la question nationale par les pouvoirs en place qui se sont succédés et qui ont évolué, ce qui au départ était plutôt une tendance à valoriser les peuples de l'ancien empire des tsars est devenu ensuite une possibilité nouvelle d'instrumentaliser, de s'approprier, de constituer des clientèles. Alors pour ce qui est de la Roumanie, c'est assez simple, c'est-à-dire que avant l'arrivée des communistes au pouvoir, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de minorités et des minorités importantes. En revanche, il y avait un parti. Il y avait un parti hongrois, un parti juif, un parti allemand. Excusez-moi, Monsieur Trifon, je vous coupe un instant. De façon générale, ces minorités, elles sont arrivées quand et comment en Roumanie? C'est juste après la Première Guerre mondiale. C'est lors des traités de paix de Trianon en particulier. Donc c'est là que, avec la décomposition de deux empires, l'un austro-hongrois, décomposition définitive, et ensuite de la décomposition de l'empire tsariste, mais qui allait se recomposer avec l'apparition des bolcheviks au pouvoir. Donc c'est là que la Roumanie s'est retrouvée avec... la Roumanie était constituée de deux principautés qui venaient justement de se réunir en 1859, la Moldavie et la Valachie, et du coup ils se sont retrouvés avec la Transylvanie, qui était auparavant, qui faisait partie de l'Autriche-Hongrie, et de la Bessarabie. Voilà, c'est comme ça qu'on a assisté à de très fortes minorités. C'est-à-dire minorité, c'est une façon de dire, parce que il y avait concentration, par exemple, des Hongrois, surtout au centre de la Transylvanie et donc de la Roumanie plutôt, voilà. Et puis il y avait concentration en Bessarabie des Juifs, des Ukrainiens, etc. Donc, mais la question s'est posée pendant l'entre-deux-guerres en termes de parti national.
il y avait le parti des uns, le parti des autres, ils se présentaient aux élections. Il y avait pas encore une place établie, claire, des gens qui n'étaient pas roumains, qui faisaient pas partie de l'État-nation roumaine. Voilà. Donc, c'est là le problème. Quand ils sont arrivés au pouvoir, les communistes, ils ont procédé tout de suite à des mesures assez précises, institutionnelles, pour ce qui est des Hongrois, avant tout. Alors, c'était en quelque sorte pour rééquilibrer ce qui s'est passé pendant la guerre, lorsque la Transylvanie du Nord a été cédée à la Hongrie. Donc, on a constitué une région autonome hongroise, qui par la suite allait être à son tour évincée. Et donc, voilà, c'était ça. Et on a établi pour les Allemands, parce que c'était les principales minorités, les Allemands et les Hongrois, on a donné la possibilité de participer à la Grande Assemblée nationale. Les autres minorités, plus petites, mais pas forcément très petites, elles étaient constituées de ce qu'on appelait à l'époque des nationalités cohabitantes. Alors voilà, donc c'était ça. De façon générale, le régime communiste accueillait plutôt bien ces minorités. Il n'y avait pas de répression envers elles. C'est compliqué, comme toujours, en fait, cette façon d'institutionnaliser les minorités, de leur donner une place dans l'édifice institutionnel roumain, c'était aussi une forme de contrôle que l'État central pouvait exercer. Il s'appropriait la bourgeoisie intellectuelle locale qui avait déjà ainsi des possibilités de s'affirmer, d'exister. Il y avait des profs, il y avait des intellectuels qui travaillaient, des chercheurs, voilà, des archivistes, des historiens. Donc, de ce côté, c'était donnant-donnant. Cela étant, petit à petit, dans un pays comme la Roumanie, aux alentours de 1968, on a assisté à un tournant très fort, très important, tout le monde le connaît, c'était le national-communisme sous Ceausescu, qui s'est imposé progressivement. Toujours est-il que le régime a implosé en décembre 89, et c'est là que arrive une nouvelle situation qui en fait, c'est une transformation de ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que dans un premier temps, et c'est là qu'on arrive à l'actualité, dans un premier temps, on a établi une vingtaine de minorités nationales, à commencer par les Hongrois, évidemment. Et puis, donc, cette vingtaine, alors, qui avait droit chacune à un député d'office, en quelque sorte, parce qu'il y avait des petites minorités qui pouvaient être élues. Évidemment, pour ce qui est des Hongrois, ils pouvaient se faire élire aussi, indépendamment de ce droit d'avoir un député, ils pouvaient se faire élire, en sorte qu'il y a le parti actuel, les Hongrois sont représentés en fonction effectivement de leur nombre. Parce que les Saxons, eux, pardon, excusez-moi, je vous coupe, les Saxons, eux, pendant le régime de Ceausescu, eux, ils sont plutôt partis. Oui, ils ont émigré vers l'Allemagne fédérale. C'était un deal entre le gouvernement roumain et l'Allemagne fédérale, et c'est ainsi qu'ils sont partis. C'était un mouvement d'émigration générale pour des conditions avant tout économiques, et puis aussi de liberté, de développement personnel. Et donc, ils sont partis. Il n'y a pas eu, on ne peut pas parler, à mon avis, de persécution particulière. C'était un climat général. Alors, c'était un peu sauf qui peut, et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils pouvaient le faire. Les Roumains d'origine allemande, qui étaient les Saxons ou les Souabes, bon, voilà. Donc, ça s'est relativement bien passé. Alors, pour ce qui est des minorités en question maintenant, puisque c'est là qu'on arrive, on se rapproche du sujet, c'est-à-dire des Roumains, qui, je le dis dès le départ, constituent une minorité très atypique et qui, de toute façon, n'est pas reconnue comme telle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que parmi ces minorités, cette vingtaine de minorités, il y en a qui comptent dans les quelques centaines de membres, et encore à vérifier parfois. Il s'agit notamment des Rutènes, c'est une sorte d'Ukrainiens, mais qui ne sont pas tout à fait ukrainiens, c'est un monde à part, c'est une petite minorité, c'est la plus petite. Et ensuite, il y a les Albanais et les Macédoniens. Alors, comment expliquer des minorités comme les Macédoniens et les Albanais? Bon, j'y reviendrai tout de suite. En attendant, je vais dire que la principale minorité, de loin, c'est celle qui fait presque 1,5 million
ce sont les Hongrois. Donc, difficile de parler tout simplement de minorité dans ce cas. Et puis, il y a les Roms. Les Roms qui sont presque 500 000 déclarés. En réalité, on peut imaginer qu'il y en a davantage. Enfin, dans des cas comme ça, à la fin de l'entretien, on reviendra sur cette question Rome. Hein. Voilà, qui est une question en grande partie sociale aussi. Qu'on le veuille ou pas, ça a toujours été et ça l'est toujours. Voilà. Il y a aussi, excusez-moi, je pense aux Lipovènes qui sont des Russes. Oui, des Russes. Alors ils sont combien, eux? Je ne sais pas, c'est quelques dizaines de milliers, pas très nombreux. En plus, c'est un cas très particulier parce qu'effectivement, ils sont russes, mais ils dérivent, ils sont les continuateurs d'une secte, enfin d'un groupe religieux dissident par rapport à la religion orthodoxe russe, et qui sont installés, qui sont réfugiés dans le delta du Danube. Alors bon, c'est un peuple à part. Il y en a aussi aux États-Unis, parce qu'à la même période, ils sont partis un peu partout. Donc, il y a eu les vrais croyants là, qui sont installés aux États-Unis. Et on les appelle aussi Lipovènes. Non, on ne les appelle pas Lipovènes, mais c'est les vrais croyants. Mais disons que c'est les continuateurs d'un même groupe religieux dissident. Voilà, qui ont certaines particularités. Pour ce qui est de la Trinité, c'était un problème très particulier. Et donc, tout ça pour dire que les écarts sont énormes. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une minorité? Alors là, c'est très compliqué parce que les deux dont on a parlé ici, c'est-à-dire les Albanais et les Macédoniens, alors bon, là, c'est très problématique de parler le fait d'avoir déclaré, d'avoir ouvert cette possibilité de se déclarer comme Albanais et comme Macédonien, fait partie d'une stratégie un peu particulière dont on n'a pas beaucoup parlé, et pour cause, concernant justement les Aroumains. On y arrive. C'est-à-dire que les Aroumains ne sont pas reconnus comme minorité, alors qu'ils ont fait une demande dans ce sens, et avant même de faire la demande, il y avait un mouvement qui allait dans ce sens, vers une reconnaissance de leur caractère particulier, notamment de leur langue et de leur histoire à part. Mais ils ne l'ont pas obtenu. En revanche, on a accordé ce statut de minorité aux Albanais et aux Macédoniens. Pourquoi? Parce qu'en Macédoine du Nord, il y a des Aroumains, en Albanie, il y a des Aroumains. Il y a aussi des Aroumains en Grèce. Ils sont beaucoup plus nombreux en Grèce. Mais là, on n'a pas touché parce qu'on ne voulait pas se mettre à dos la Grèce. C'est un pays plus costaud qui faisait partie de l'Union européenne, etc. Donc, voilà, c'était ça l'idée, c'est de donner un statut de minorité nationale en sorte que l'État roumain puisse intervenir par rapport aux Aroumains qui vivaient en République de Macédoine, en Albanie, dans d'autres endroits, dans les Balkans. Donc, originellement, ils viennent de plusieurs pays des Balkans. Justement, ce sont les endroits où ils sont autochtones, les Aroumains. C'est cette zone-là, de la Grèce du Nord, du sud de l'Albanie et d'une partie de la République de Macédoine, et même les îlots en Grèce, en Serbie, etc. Donc, c'est de là qu'ils sont originaires, et c'est là où ils ont été marginalisés, en grande partie en raison du fait qu'ils étaient éparpillés. Donc, il n'y avait pas, c'était un monde à part, on va revenir là-dessus, c'était un monde à part, un monde où il y avait peu de paysans, propriétaires des terres, la plupart étaient au départ ils tenaient des éleveurs de moutons principalement et qui fonctionnaient en coopérative souvent, mais avec un mode de vie semi-nomade. Donc, c'était un pastoralisme très particulier dans une zone plus étendue. Et puis, il y avait beaucoup d'artisans, ensuite commerçants, banquiers, puis après, ils sont constitués assez vite une bourgeoisie. Voilà, donc c'était un monde un peu particulier, mais éparpillé. Et donc, qui n'avait pas de possibilité objectivement de s'affirmer par rapport aux voisins plus nombreux et plus agressifs souvent. Voilà, donc, et c'est là que les Aroumains, ils existent encore, moins nombreux qu'auparavant. Les processus d'assimilation ont été rapides dans ces régions, notamment en Grèce. Et voilà, quel est le lien entre les Aroumains et la Roumanie? Il est très fort, il commence juste quelques années après l'union de la Valachie et de la Moldavie, et c'est là que, effectivement, l'État roumain prend en charge, en quelque sorte, s'intéresse de plus près aux Aroumains, ouvre des écoles dans les régions où habitent les Aroumains, et
font tout un travail d'aide, d'assistance culturelle en quelque sorte, en introduisant le roumain et en les considérant comme roumains. En Alors, Roumanie, ils sont où ils ils sont étaient arrivés beaucoup où? plus tard, c'est-à-dire ils sont arrivés petit à petit de toute façon depuis longtemps, mais massivement, ils sont arrivés au XXe siècle, c'est-à-dire entre 1925 et 1932. Dans quelle Mais région disons, ils sont dans principalement? la Dobroja principalement. D'accord. Mhm. Dans la Dobroja, voilà. Mais ce sont des communautés récentes qui sont arrivées, et ce sont justement ces communautés qui sont à l'avant-garde des demandes d'un statut à part pour les Aroumains. Alors, entre-temps, après 1990, avec les changements survenus dans les Balkans, notamment l'éclatement de la fédération yougoslave et puis l'évolution de la situation en Albanie, les Aroumains ont été considérés comme minorité nationale aroumaine valaque en République de Macédoine du Nord d'abord, en 1991, puis en 2017 en Albanie. Donc justement, et c'est là tout le problème, c'est que avec cette histoire de minorité macédonienne et albanaise qui est reconnue en Roumanie, l'État roumain intervient auprès des Aroumains en les considérant comme roumains en Macédoine du Nord et en Albanie. Alors que le problème pour ce qui est des Aroumains, c'est surtout de continuer de conserver et de cultiver leur langue. Leur langue, évidemment, elle est apparentée aux Roumains, comme l'occitan au catalan, l'espagnol au portugais, etc. Mais il y a des différences, et puis c'est leur langue. Alors que la Roumanie vient avec un scénario particulier qui fait l'unanimité, parce que personne ne l'a discuté vraiment. Justement, maintenant, elle est contestée, cette unanimité, parce que c'est une langue apparentée. Et effectivement, pour la romanité orientale, il n'y a que deux, le roumain et la roumain. Voilà. Mais ce sont les Roumains et les Aroumains ne se comprennent pas. Il n'y a, Enfin, il y a pas linguistiquement parlant. intercompréhension spontanée. Il n'y a pas intercompréhension. Alors, tout dépend évidemment. La question de l'intercompréhension, elle est souvent subjective. Les critères subjectifs jouent un rôle important. Et effectivement, si c'est un intellectuel, par exemple, qui connaît d'autres langues, etc., et qui a des notions d'histoire, il y aura intercompréhension. Mais spontanément, il n'y en a pas. Alors évidemment, la structure… Vous diriez que c'est une différence similaire à la différence entre le castillan et le catalan, ou alors le castillan et le portugais? Oui, le castillan et le portugais, par exemple, plutôt. Et puis, surtout, des langues comme l'occitan, des langues de ce type, le provençal, bon, là où il n'y a pas de frontières précises. Mais dans le même temps, alors, la grande différence, c'est que la roumain n'est pas standardisé. Il est en voie d'être… Certains tentent de le standardiser, alors que le roumain l'est. Et donc, du point de vue de l'État roumain, c'est un grand mot, du ministère des Affaires étrangères, du département plutôt, de ce ministère, des Roumains de partout. Pour eux, comme pour l'Académie roumaine, la roumain, c'est un dialecte du roumain. Donc, la langue standardisée, c'est le roumain. Donc, c'est tout le problème. Voilà. Donc, et c'est là qu'on arrive donc à cette situation particulière. Je dis c'est un cas atypique en raison de son histoire et en raison des problèmes que posent les différences sur le plan de la langue et de la mentalité. Alors, on va en parler justement aussi de la mentalité des Aroumains. J'aimerais en savoir un peu plus. Juste une petite question. Au-delà des demandes de reconnaissance en tant que minorité, est-ce que au cours de l'histoire des Aroumains, il y a eu des velléités disons, d'unité politique? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un leader qui a dit on est sur plusieurs territoires, mais on va essayer de s'unir pour former un pays? C'est jamais arrivé? Voilà, tout le problème est là. Pour les Aroumains et pour ceux qui les observaient et qui les connaissaient de plus près, il était évident qu'une telle démarche n'était pas concevable dans le contexte de l'époque, dans le contexte de l'Empire et ensuite dans le contexte des États-nations. Ça, c'était une évidence. Ça, quand on regarde attentivement les différents témoignages qui existent, les ouvrages qui
pose cette question, on le comprend. Ils étaient trop dispersés pour pouvoir avoir un territoire, demander, exiger un territoire. Effectivement, ils étaient aux alentours du massif du Pinde. Et il y a eu des tentatives, mais des tentatives plutôt anecdotiques et on rapporte pendant les guerres, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Pardon, excusez-moi, le massif du Pinde, il est où? C'est le prolongement des Alpes que l'on trouve en Macédoine du Nord, en Épire surtout, puis aussi la Thessalie. Donc, c'est aux alentours de ce massif du Pinde qui se prolonge ensuite un peu plus bas. Donc, voilà. Et c'est cette zone-là. Mais là encore, évidemment, si on prend les montagnes, la densité de la population, vous voyez ce que c'est. Et puis, de toute façon, la force des Aroumains et leur caractère et leur système, leur fonctionnement, il était fondé sur la mobilité, d'une façon ou d'une autre. Et ça, on le voit surtout et même en Roumanie maintenant, quand on regarde les Aroumains qui sont arrivés tardivement, c'est-à-dire individuellement, il y a eu des familles qui sont arrivées, des personnes depuis 2 siècles qui sont arrivées. Bon. Mais concrètement, là où il y a eu émigration familiale, c'est celle qu'on retrouve maintenant, surtout dans la Dobroja, dans des villes comme Constanța, Tulcea, ensuite à Bucarest, et puis un peu dans le Banat. Donc voilà, c'est une immigration très particulière, et ce sont des gens qui sont arrivés à l'appel et en accord avec les notables locaux roumains de Grèce, de Bulgarie, en 1925 pour peupler, pour coloniser la Dobroja, le sud de la Dobroja qui était qui était devenue roumaine après la Deuxième Guerre balkanique. En 1913. Et je suppose qu'il y a une vraie solidarité entre ces Aroumains d'origine diverses. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des Aroumains de Grèce qui ne parlent plus aroumain, qui ne parlent que grec, et à ce moment-là, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est terrible ça. Parce qu'il y a des familles parfois qui ont été séparées quand une partie de la famille est partie en Roumanie après 1925, entre 25 et 32, qui est venue en Roumanie, qui a ensuite a connu bien de péripéties en Roumanie et qui, après 89, enfin, la situation c'est un peu ouverte, et ils pouvaient revoir leur famille qui était restée en Grèce. Et la surprise, c'est que eux, ils avaient conservé la langue, ceux qui étaient partis, qui étaient venus en Roumanie, alors que les autres sont intégrés beaucoup plus rapidement et ont perdu la langue. Alors, je me souviens des situations, parce que après 1990, quand il y a eu les changements, il y a eu des allers-retours permanents entre les Aroumains des différents pays pour se voir, pour se connaître parfois. Et c'est là qu'on a assisté, ils étaient parfois des gens de la même famille, obligés de parler en anglais pour s'entendre, parce que les uns avaient oublié la langue. Mais dans le même temps, c'était la même famille. Vous voyez un peu la situation. Tout ça parce qu'en Grèce, effectivement, il y a eu une politique nationale grecque très dure à l'égard non seulement des vlachophones, comme on les appelle là-bas, mais aussi des albanophones, des slavophones. Donc, il y a eu les turcophones, d'une autre façon, mais avec moins de succès pour l'État grec. Et donc, là, il y a eu une intégration un peu accélérée, liée aussi à tout un discours politique qui a attiré certains Aroumains. Voilà, mais effectivement, la question que vous avez posée, ça donne des situations de ce type. Et c'est là qu'on arrive un peu à l'actualité des Aroumains maintenant, pour ce qui est des revendications de statut à part. Je pense qu'il vaut mieux parler de statut à part, mais malheureusement, il n'y a pas 10 000 solutions, outre celle de minorité nationale, c'est-à-dire la possibilité de cultiver leur langue, leurs différences, y compris par rapport aux Roumains. Et ça, pour ça, aussi bien l'idéologie nationale roumaine telle qu'elle existe, telle qu'elle se perpétue, ne saurait accepter. L'idée que ceux qui étaient considérés comme les Roumains du Sud, héroïques, maltraités par les Grecs, par les empires, etc., soient différents des Roumains, soient autre chose que des Roumains, ils ne peuvent pas l'accepter. Alors que le problème, c'est un problème de langue, mais c'est aussi un problème de mentalité, de vision du monde. Les Roumains, ils sont originaires d'une région qui est très particulière, où les différences
ne sont pas très nettes sur le plan de la mentalité entre les albanophones, les grécophones et les slavophones, et où il y a en revanche une vision du monde différente de celle du nord du Danube, par exemple, y compris dans le rapport à la corruption, dans le Alors comportement. précisément, parlez-nous de, si vous deviez, je crois que votre père Oui, oui, dans roumain, ma famille, donc si oui. vous deviez décrire cette mentalité roumaine, toute nationalité confondue, quelque part, qu'ils viennent de Grèce ou de Roumanie ou de Ben, nationalité chinoise, et, c'est avant tout une langue, c'est avant tout une langue, alors qui justement, et c'est là le danger auquel sont confrontés les Roumains, y compris moi-même, ma génération, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les deux parents roumains, si la mère n'était pas roumaine, la grand-mère, etc., c'est très difficile de conserver la langue. Alors, et je vois du côté de ma famille, bon, dans le même temps, la société roumaine, les communautés roumaines sont très hiérarchisées. Il y a des distinctions très nettes selon la couche sociale, selon le pouvoir d'achat, c'est une société très complexe. Dans le même temps, il y a des points communs. Il y a une certaine mobilité, mais vous parliez de vision du monde. oui, bah, la vision du monde, justement, les repères sont différents. C'est une vision du monde qui est marquée par le régime ottoman, par l'administration ottomane. Où il y a des formes de respect qui sont différentes, par exemple, par rapport au nord du Danube. Pour les Roumains qui sont arrivés en Roumanie en famille et tout ça, au départ, il y avait un choc. Parce que il y a la façon de se comporter, les jurons, et puis il y a une certaine violence aussi, qu'il n'y a pas chez les Roumains. C'est-à-dire que dès lors que la famille est touchée, tout est possible. Bon, la famille, le clan. Il ne faut pas toucher au clan, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, une façon de se faire respecter. Mais il y a des points communs. Le principal point commun, c'est tout de même la langue et cette mentalité, cette vision du monde. Alors bon, qui deviennent maintenant plutôt un repère historique qu'une réalité, parce que de toute façon, il y a assimilation. Mais il y a aussi volonté de conserver cette différence, de la cultiver. Alors bon, pour ce qui est des aromas, ils le font. Dans un pays, dans une région comme la Dobroudja, on comprend bien parce qu'il y a beaucoup de minorités. Il y a les Turcs, les Tatars, il y a les Lipovènes, donc il y a les Aroumains aussi. Alors on pourrait très bien envisager une représentation institutionnelle pour les Aroumains. Malheureusement, elle n'a pas lieu à cause de cette friction, de cette tension entre l'idée que c'est des Roumains du Sud et non pas autre chose. Voilà. Nicolas Trifon, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en roumain? Je comprends, mais je ne parle pas. Ça, c'est ce qui arrive à ma génération. C'est-à-dire que je comprends ce qu'on dit, mais je ne parle pas. Voilà. Par contre, vous n'avez pas oublié votre roumain, même si vous vivez en France depuis combien de temps? Depuis 45 ans, là. Oui, oui, donc ça fait, ça ça fait un bon exactement? moment. Pardon? Où exactement? À Paris. À Paris, hein. Toujours. Je n'ai pas bougé. Ouais. Si, j'ai bougé parce que j'étais dans le 12e arrondissement Faubourg Saint-Antoine. Maintenant, je suis à la butte aux Cailles dans le 13e. Donc, je me suis déplacé, effectivement. Et vous rentrez de temps en temps, vous venez en Oui, Roumanie? oui, oui. Ben, je suis venu déjà tout de suite après, quand il y a eu, pendant les événements, là, en décembre 89, je suis allé en Roumanie, là, évidemment. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire, j'ai constaté sur place, mais enfin. Et puis après, je suis allé plusieurs fois, et puis j'y vais. J'y vais surtout en rapport avec des Roumains, avec des gens de ma communauté. On se voit, on se retrouve. À Bucarest? Oui, oui, à Bucarest ou à Constanța, Tulcea. On se voit comme ça, par ce biais. Puis de toute façon, j'ai certaines activités ici en France aussi liées aux Roumains. On a fondé une bibliothèque roumaine, voilà, donc on a un local. On essaie de se maintenir. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu des Roms, de cette minorité et qui est présente en Roumanie, dont on parle, comment dirais-je, d'une certaine façon, et j'aimerais avoir votre opinion sur
cette façon dont les Roumains, le regard des Roumains vis-à-vis des Roms. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ils peuvent être et ils sont souvent mal perçus? Qu'est-ce que vous pensez que cela va générer à l'avenir? Comment cette cohabitation va se développer? Parce qu'on trouve qu'on n'y pense pas suffisamment au fait que de toute façon les Roms sont là en Roumanie, ils vont pas en partir et qu'il faudrait peut-être réfléchir à mieux les intégrer. Oui, alors disons que, bon, pour moi je suis très attaché à cette question, pour des tas de raisons, y compris, j'avais un très bon ami qui a été un sociologue et qui a été député aussi en Roumanie, a fait beaucoup de choses, Nicolas Gheorghe, par rapport à la question Rome, dès le départ, avant même 89, il avait commencé les démarches, c'est lui qui a participé à la fameuse réunion de Londres où on a décidé de faire appeler les Tziganes Roms, où on a adopté en Assemblée générale cette décision. Ça, c'était quand? Pardon? C'était dans les années 70, au milieu des années 70. Dans les années 70. Et c'est là qu'il a participé à cette fameuse réunion, alors que jusqu'à la fin de sa vie, ça le faisait plutôt rigoler. Il disait Tzigane, quand on parlait entre nous, il n'accordait pas beaucoup d'importance à cela. Ce à quoi il a accordé beaucoup d'importance, et ce qui me semble très important, c'est que la question elle est davantage sociale et de citoyenneté. La question des Roms. Parce que sinon, effectivement, il y a une richesse pour le meilleur et pour le pire au sein des communautés roms. Il y a des différences très importantes, il y a aussi des points communs. Bon, il y a une stratification sociale aussi. Mais la question, il faut la poser en termes sociaux. Alors, c'est justement ce qui s'est passé aussi à l'époque communiste, c'est-à-dire que justement dans les années, au début des années 70, par exemple, donc au siècle dernier, il y a eu un programme concernant la question rome. Alors, il ne le disait pas comme ça directement parce qu'on ne pouvait pas parler de question nationale dans ce sens. Il y a eu un programme pour voir un peu, pour faire le compte. Il y avait eu effectivement une certaine l'émancipation de certaines catégories de Roms, mais la plupart restaient justement dans une misère où ils travaillaient, c'était vraiment les derniers emplois. Alors, ce programme, il a duré ce qu'il a duré. Justement, Nicolas Gheorghe, comme sociologue, il faisait partie de ce programme et finalement, il a été abandonné. Et c'est comme ça aussi que Nicolas Gheorghe est entré en dissidence discrètement, sans le déclarer, mais il a commencé à collaborer avec différents groupes roms, intellectuels roms en Occident. Mais disons qu'après 89, ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose de chouette, si l'on veut, parce que pour la première fois, les Roms ont commencé à parler directement, publiquement, d'eux-mêmes. Les autres, ils ont parlé à propos d'eux. Et il y a eu un moment d'émancipation, d'affirmation de la part des Roms qui a été... C'était une des rares choses positives qu'on pouvait voir, c'est-à-dire, bon, les Roms, ils disaient, voilà, on est comme ça. Et puis, bon... Alors, il y a eu aussi de façon étrange, quand il y a eu les fameuses escapades des mineurs, l'arrivée des mineurs à Bucarest, parmi les morts, la plupart des morts, c'était des Roms. Pourquoi? Parce que les mineurs en question, manipulés par des dirigeants, par des gens des services secrets, etc., Parler ils allaient dans les la première quartiers... minériade en Oui, la 91. minériade, là, oui. Ils allaient dans les quartiers roms, les quartiers pauvres, pour chercher des dollars. Alors bon, ils ont battu, en plus il y avait le racisme ordinaire. Voilà, donc il y avait une situation assez complexe. Dans le même temps, c'est à cette même époque que les Roms ont commencé à bouger. Ils ont recommencé à bouger souvent. Alors, pour une raison très simple, c'est que les coopératives, ils étaient dans les coopératives, ils avaient les derniers postes comme emploi dans les coopératives, mais ils avaient quelque chose. Et là, du coup, avec la privatisation, ils n'avaient plus rien, parce que dans la plupart des cas, ils n'avaient pas des terres au départ. Donc, ils se retrouvaient carrément sur les routes. C'est en partie ce qui a généré aussi le mouvement. Alors, comme ils avaient une certaine pratique, si l'on veut, une certaine culture de la mobilité, effectivement, ils ont bougé très vite. Ils ont commencé à arriver en France, un peu partout,
en faisant ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire bon, les métaux, ramasser des métaux, ou bien mendier, ou bien voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et à la même époque, donc au début des années 90, justement, il y a eu quelques formes de, enfin, pogrom, c'est un grand mot finalement. C'est pas correct de l'utiliser. Il y a eu plusieurs fois des vengeances contre les Roms et il y a eu des gens qui ont été des Roms qui ont été assassinés par des villageois. Il n'y a pas eu beaucoup, mais il y a eu quelques moments comme ça, notamment Dobroja. Il y a eu un mort. Et donc, c'était une tension assez forte. Entre-temps, les choses sont rééquilibrées. Alors, bon, les Roms ont commencé, la plupart sont restés pauvres, évidemment, dans le nouveau contexte, mais certains se sont émancipés et Il y a sont des différences au affiliés. niveau pardon, excusez-moi, il y a des différences au niveau des régions. Je crois qu'en Transylvanie, ils étaient davantage dans l'artisanat et quelque part un peu mieux intégrés. Oui, parce que dès le départ, ils avaient une histoire différente. Ils étaient une histoire qui était liée à l'Autriche-Hongrie. Et ils étaient, enfin, les catégories, c'était pas les mêmes catégories de Serbes comme en Valachie, par exemple, en Moldavie. Donc, dès le départ, il y avait des habitudes différentes. C'était par corporation, effectivement, ils avaient une situation un peu meilleure. Et ça se retrouve aujourd'hui, il y a un regard vis-à-vis des Roms à l'ouest du pays, enfin au centre-ouest du pays, différent aujourd'hui, vous trouvez, par rapport à... De toute façon, le problème est très clair, c'est que il y a le phénotype et ça, de ce côté, le racisme, il est là. Alors, tant qu'il n'y a pas un rapport de force juridique en faveur des Roms pour se défendre et pour s'affirmer, effectivement, ils doivent subir, ils sont appelés à subir le racisme des autres. Alors, pour ce qui est de l'autochtonie, les Roms sont là depuis au moins le 15e siècle, 14e siècle. Donc, dire qu'ils ne sont pas roumains, ils sont aussi roumains que les autres. Ça, Et face à ce racisme dont vous parlez, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Roumains de façon générale? Oui, mais ce qui se passe, c'est que face au racisme, il y a déjà une juridiction là, qui protège les Roms, de toute façon. Alors évidemment, il y a des Roms qui en abusent aussi, enfin, ça forcément, comme toujours. Mais il y a cette juridiction. Il y a aussi une évolution des mentalités, c'est-à-dire que pour les gens, c'est un problème qui s'est posé en parallèle, on peut le confronter à celui de l'antisémitisme. L'antisémitisme était beaucoup plus important pour les générations qui précèdent que pour les nouvelles générations. La question ne se pose plus. Effectivement, il y a beaucoup moins de juifs aussi en Roumanie maintenant, mais la question ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Il n'y a plus du tout les fantasmes qui circulaient auparavant à propos des juifs. Donc, ça par rapport aux Roms aussi, je pense. Et puis, bon, il y a une européanisation, entre guillemets, là, le mot n'est pas très bon, de la mentalité pour les nouvelles générations en Roumanie, où on n'accepte plus le racisme, par exemple. Ce qui est dommage et ce qui est lamentable en Roumanie, ce sont les à-propos, les médias, par exemple, quand on lit dans un journal quelconque, là en Roumanie, voilà, il y a eu un casse, il y a eu 3 Roms et un Roumain qui ont été arrêtés. Alors là, on comprend très bien ce qu'il veut dire, c'est que les Tziganes, c'est eux qui font des casses, c'est eux qui font notre malheur, etc. Ouais. Donc, D'accord. Mais Nicolas Trifon, je vous remercie infiniment pour vos propos. C'était des propos très éclairants par rapport à toutes ces questions de minorité. J'espère que nous aurons l'occasion de les approfondir une prochaine fois. Merci beaucoup. Écoute, moi aussi, je te remercie parce qu'en plus, j'aime bien RFI. Je connais plusieurs personnes en Roumanie qui écoutent RFI en roumain, justement parce que ça présente un avantage, c'est que ça traduit les nouvelles du français. Donc, c'est un regard un peu différent sur l'actualité internationale. Voilà. Alors, merci Nicolas Trifon. Donc, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, vendredi 19h15 pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page de Facebook de RFI et sur le site rfi.ro la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, week-end placoute. Au revoir.